Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 17 mars 2021. Il y a un an, la principauté rentrait à son tour officiellement dans une guerre sanitaire. L'objectif étant de vaincre une pandémie internationale sans précédent. Que s'est-il passé durant ces 365 jours entre peur, espoir et solidarité? Nous allons recevoir dans quelques instants le prince Albert II pour un entretien exclusif. Il reviendra lui aussi sur cette année, comment le souverain et ses proches l'ont vécu, comment prendre les bonnes décisions lorsque l'on est à la tête d'un pays. Restez avec nous, les réponses dans quelques instants. Un an de crise sanitaire, c'est long. Très long lorsqu'il faut faire preuve de vigilance, rester enfermé chez soi ou ne plus sortir le soir, ne plus avoir de lien social, ou moins en tout cas. Nous vous avons tout simplement demandé si vous aviez imaginé que cette crise puisse être aussi longue. C'est un digne représentant de la principauté. Il a fait résonner l'hymne monégasque plusieurs fois au volant de sa Ferrari. Charles Leclerc sera avec nous pour nous parler de sa prochaine saison qui va débuter dans une dizaine de jours. Il reviendra sur la saison dernière plutôt décevante, sa gestion de la crise sanitaire et le retour du Grand Prix à Monaco. Souvenez-vous, il y a un an, jour pour jour, le prince Albert II annonçait dans une allocution officielle le confinement général de la principauté. Depuis le début de la semaine, nous recevons des invités pour revenir sur cette période. Avant d'entendre le souverain, dans quelques instants, nous vous proposons de replonger dans les 12 mois qui viennent de s'écouler à Monaco. Quelles sont les grandes dates à retenir jusqu'à aujourd'hui? Comment la principauté a fait face? Élément de réponse dans cette rétro de Sandrine Nègre à travers les interventions du souverain. Nous sommes le 28 février lorsqu'un premier cas est annoncé par les autorités monégasques. Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé annonce que le coronavirus n'est plus lié à une épidémie, mais à une pandémie. Le gouvernement a pris, comme les pays voisins, un certain nombre de mesures. 2 jours plus tard, le vendredi 13 mars, le gouvernement princier annonce la fermeture de tous les établissements scolaires à compter du lundi 16 mars et la mise en place du télétravail. Le 17 mars, monégasques et résidents peuvent suivre l'allocution de son Altesse Sérénissime le prince Albert II. Le chef d'État annonce le confinement de la principauté. J'ai donc décidé de nouvelles mesures à partir de ce soir minuit, mardi 17 mars, et ce jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes donc invités à rester le plus possible chez nous, un formidable élan de solidarité et de mobilisation né pour faire face à cette crise sans précédent. Le prince Albert II contracte d'ailleurs le coronavirus. Comment allez-vous? Écoutez, ça va. J'aimerais dire de mieux en mieux, mais je peux dire que ça va très bien. 3, 2, 1, faites du bruit! Et vous, à travers notamment le réseau Malizia, vous faites part de vos actions, de votre quotidien en chansons parfois. Le soir, vous êtes au rendez-vous sur vos balcons pour soutenir les soignants. Ces efforts, ce sens de la responsabilité et de la solidarité, nous permettent désormais d'envisager la fin de ce confinement strict à la date du lundi 4 mai prochain à 6 heures. Fin avril, le gouvernement princier annonce les 3 étapes du déconfinement, 4 mai, 11 mai et début juin, étape marquée par le fameux stop and go. Les élèves des classes dites charnières retrouvent le chemin de leurs établissements, masqués bien évidemment. Au sein de l'espace Léo Ferré puis du Grimaldi Forum, le dépistage massif de la population débute. Les restaurants peuvent de nouveau ouvrir leurs portes, tout comme d'autres lieux très prisés au cours de la période estivale, les jardins, parcs, piscines et plages. Certains événements sont organisés à l'image de celui-ci au cœur de la cour d'honneur, ce concert auquel le prince Albert II a souhaité convier les personnes particulièrement mobilisées depuis le début de la crise. À la toute fin de l'été, le nouveau ministre d'État Pierre Dartout prend ses fonctions, il prête serment et fait part de la feuille de route que lui a transmise le souverain. Quelques jours après son arrivée, le calendrier est rythmé par la rentrée scolaire de tous les élèves qui portent dès le CP des masques. La situation sanitaire en principauté, comme dans plusieurs pays, est sous contrôle et les contaminations baissent. Des événements sont organisés dans le respect bien sûr des gestes barrières, comme ce défi relevé par la princesse Charlène, son frère Gareth Wittstock et plusieurs sportifs, rejoindre Monaco depuis qu'elle vit en waterbike. Au cours de cette crise sanitaire, l'engagement de la principauté en faveur de la protection de la planète ne faiblit pas, comme en témoigne le World Cleanup Day ou encore le Gala pour la santé planétaire.
Au cours de l'automne, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II se rend en Serbie, son épouse, Son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène, en Géorgie. L'automne sera malheureusement aussi marqué par une nouvelle catastrophe. La tempête Alex dévaste les vallées de l'arrière-pays niçois où le souverain se rend en hélicoptère. Le côté italien n'est pas épargné. 4 millions d'euros seront donnés par Monaco aux vallées pour se reconstruire. Fin octobre, à Monaco, pas de nouveau confinement mais un couvre-feu et des mesures à suivre pour continuer à faire face à cette pandémie. Prudence et rigueur sont demandées à la population monégasque. Le couvre-feu sera opérant de 20h à 6h du matin. En novembre, la fête nationale monégasque est célébrée sous un format réduit et aménagé. Elle est placée sous le signe de la transmission. À cette occasion, un hommage est rendu au souverain pour les 15 ans de son règne 2005-2020. Quelques jours plus tôt, le souverain avait d'ailleurs décidé de réunir les récipiendaires de la promotion Covid-19 dans cette même cour d'honneur, une promotion créée justement pour récompenser les personnes et les entités particulièrement mobilisées cette année. En décembre, la famille princière est réunie autour de la princesse Gabriella à l'occasion du baptême de la vedette de la police maritime qui porte son nom. 48 heures plus tard, la situation sanitaire est de nouveau au cœur d'une nouvelle conférence au gouvernement princier. Pierre Dartout détaille les mesures qui vont rythmer les fêtes de fin d'année. Prudence en famille, contrôle aux frontières et passage à la nouvelle année dans l'intimité. Le 31 décembre, justement, nous suivons pour vous le vaccin contre la Covid-19 administré pour la toute première fois sur le sol monégasque. Je vous assure de ma volonté sans faille de mener, hors de cette crise sanitaire, la principauté vers un horizon toujours plus stable, plus prospère et plus juste. Au mois de janvier 2021, plusieurs faits marquent l'actualité sanitaire. Une hausse des cas de Covid-19 après les fêtes et la mise en place de la vaccination. Tout d'abord à l'espace Léo Ferré, puis au Grimaldi Forum qui devient centre de vaccination. L'espace Léo Ferré demeure lui centre de dépistage. Jusqu'au 19 mars, voici les mesures appliquées entre autres. Couvre-feu de 19h à 6h, restaurant ouvert à midi, possibilité de déjeuner pour les monégasques résidents et salariés, télétravail obligatoire quand il est rendu possible. Et nous suivrons bien sûr pour vous l'évolution de ces mesures, puisque vous venez de l'entendre, il avait été annoncé qu'elles seraient en cours jusqu'au 19 mars, vendredi donc. En attendant, place à notre invité. C'est un entretien exclusif avec le souverain. Le prince Albert II va revenir sur un an de pandémie et sur le positionnement de la principauté pendant cette crise sanitaire. Patricia Navarro, c'est à vous. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Il y a un an, jour pour jour, vous prononciez une allocution qui allait marquer le début d'une riposte hors norme à une crise sanitaire historique inédite. Est-ce que vous auriez imaginé à cette date qu'un an après, cette crise perdurerait ? C'était une maladie qu'on ne connaissait pas, c'était une situation tout à fait inédite. Et on pensait vraiment que ça n'allait durer que quelques mois et que, voilà, que tout allait pouvoir reprendre assez normalement, assez vite. Et puis, voilà. Et maintenant, on est un an après. Donc, il faut encore tenir compte de beaucoup de choses pour envisager une possible sortie de crise. Et quand on n'a pas de projection dans l'avenir, que ce soit à court ou à moyen terme, ou encore moins à long terme, eh bien c'est un petit peu angoissant et c'est vrai que c'est très très dérangeant. Et je comprends aussi la frustration de beaucoup de personnes et cette envie de retrouver un semblant de normalité. La gestion de cette crise a-t-elle été le challenge le plus ardu auquel vous ayez été confronté depuis votre intronisation en 2005 ? J'ai pu échanger aussi avec d'autres chefs d'État et d'autres chefs de gouvernement. Je pense qu'on était tous confrontés à la même problématique de comment gérer au mieux, bien sûr en gardant l'intérêt de la population, en gardant aussi à l'esprit de la protection
la santé de la population en numéro un. Ça, c'est absolument, c'est ce qui a toujours guidé ma démarche, mais aussi celle du gouvernement et celle bien sûr du Conseil national, avec lequel le gouvernement a travaillé de façon très étroite, et je pense que c'était absolument nécessaire. Eh bien, ce qui nous a guidés, et surtout dans la première partie de cette crise, et lors du premier confinement, mais aussi pour sortir du confinement, eh bien, il fallait aussi rajouter à cela l'intérêt économique, tout en préservant bien sûr la santé. C'était un dilemme cornélien de parvenir à concilier ces deux choses vitales que sont et la santé de la population et l'économie qui, in fine, est au service de la population. Bien sûr, je ne pense pas que c'était cornélien, mais il fallait prendre des mesures qui soient équilibrées, qui soient le plus équilibrées possible, sauver ce qui pouvait être sauvé en matière économique et de faire reprendre petit à petit, dans la mesure du possible, les activités économiques. C'est ce qu'on a pu faire. Heureusement, bien sûr, il fallait tenir compte de la situation sanitaire du moment, de l'impact non seulement sur nos établissements de santé, mais sur ceux aussi du pays voisin. Et donc, c'est cela, c'est cet équilibre subtil et quelquefois très difficile à atteindre qu'il fallait envisager. Monaco a souvent été cité en exemple, les chiffres sanitaires parlent d'eux-mêmes d'ailleurs. Cette réussite, comment l'expliquez-vous ? Je crois d'abord c'est parce que nous avons un très bon service, nous avons de très bons établissements de santé, un très bon service hospitalier, qu'on a pu prévoir aussi un petit peu plus en amont le nombre de lits nécessaires, le nombre de personnel nécessaire. Il fallait bien sûr qu'ils soient formés aussi. Mais je crois qu'il y a eu vraiment une très bonne coordination entre les différents services, entre bien sûr le département de la santé, mais entre toutes les professions de santé, et aussi coupler ça avec d'autres associations ou d'autres établissements ou d'autres organisations comme la Croix-Rouge, les différents services publics, comme aussi la force publique, les pompiers, les carabiniers, et aussi la sûreté publique, qui ont été mobilisés. Je crois qu'il y a eu une très belle mobilisation générale d'un certain ensemble de services qui ont fait que, alors vous allez me dire que c'est plus facile à coordonner tout cela lorsqu'on est un petit État, mais les problématiques sont les mêmes que pour un grand État. C'est l'échelle qui est différente. Mais je crois que c'est cette mobilisation de tout le monde pour l'intérêt commun qui a prévalu dans toutes les dispositions que nous avons pu prendre. Et puis aussi, alors là, d'un point de vue économique, toutes les aides et toutes les mesures que l'État a pu amener aussi et a pu proposer ont quand même largement contribué à maintenir l'économie dans un état à peu près satisfaisant. Et puis il y a un autre aspect, dans tous les pays touchés par la crise, le pouvoir a été montré du doigt. Il s'est vu reprocher aux dirigeants leur atermoiement. On a le sentiment qu'à Monaco, le capitaine en pleine tempête a toujours été soutenu et jamais décrié. C'est l'un des atouts aussi de Monaco, cette population qui est autour de son souverain. Écoutez, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais bien sûr que j'ai senti tout de suite qu'il y avait un soutien, bien sûr, de la part du gouvernement et toutes les institutions, ça c'est évident, mais aussi que la population a vraiment écouté les messages que j'ai pu leur transmettre, qui leur ont été aussi transmises par le gouvernement. Et je crois que vraiment cette compréhension et cette discipline, on peut parler aussi de discipline, a contribué aussi à ce que le virus ne se répande pas aussi fortement en principauté que ça n'a été le cas malheureusement autour de nous. Dès le début de la crise, il a fallu mettre en place une politique d'approvisionnement en masques tout d'abord, puis en vaccins. Vous vous êtes personnellement engagé. Dans le contexte d'une crise mondiale comme celle-ci, peut-on gérer seul ou doit-on mettre en place une coopération internationale indispensable avec les autres États ?
la coopération est absolument indispensable. On est obligé à un moment ou à un autre aussi de prendre ses responsabilités, de prendre l'initiative de passer des commandes en direct. Alors, les approvisionnements, vous les avez vus, ils ont été un petit peu difficiles. C'était aussi peut-être parce que des commandes ont été faites un petit peu tardivement, pas par nous, mais par l'ensemble des pays, et en tout cas des pays européens. Mais je crois que finalement, cette coopération, cette entraide mutuelle entre les États, entre les organisations internationales, font que maintenant la situation est stabilisée et que l'on peut avoir un approvisionnement régulier, et on espère qu'il le sera encore plus à l'avenir. Mais lorsque certains aujourd'hui, à l'image du président du Conseil national, demandent à l'avenir une plus grande autonomie de la politique sanitaire de Monaco, est-ce que vous le comprenez? Est-ce que c'est l'une des leçons à retirer de cette crise? Écoutez, oui, mais je crois d'abord qu'on était face, il faut quand même le répéter, à une situation tout à fait inhabituelle et tout à fait extraordinaire dans le sens que ça sorte de l'ordinaire. Et donc, je comprends qu'il y a eu certaines hésitations au départ et une certaine mauvaise coordination entre les différents pays. Maintenant, fort de cette expérience, je suis sûr qu'à l'avenir, ça sera mieux organisé et qu'il y aura une certaine part d'initiative que certains pays pourront prendre si jamais nous devions faire face, nous ne l'espérons pas, mais s'il y a une autre crise sanitaire à l'avenir. Monaco a parfois pris pendant cette crise des décisions dissonantes ou tout du moins audacieuses comme le maintien de l'ouverture de ces restaurants. Alors cela crée une polémique avec la région française voisine. Est-ce que les liens aujourd'hui sont distendus? Absolument pas. Écoutez, on a pu prendre ces mesures parce que notre situation sanitaire était favorable, et donc on a pu prendre ces dispositions et permettre une certaine activité économique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas dans la région voisine parce que leur situation sanitaire ne le permettait pas. Je comprends qu'il y ait eu des interrogations et même des déclarations qui ont crié, non pas au scandale, mais voilà, pourquoi est-ce que Monaco, comment ça se fait que c'est pas normal? Les monégasques se sont sentis stigmatisés. Oui, mais bon, je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte de nos voisins des Alpes-Maritimes et de nos voisins niçois en particulier. Je crois qu'il y avait une pression très forte de certaines catégories de professionnels qui évidemment étaient frustrés de ne pas pouvoir ouvrir et donc qui ont appelé à leurs élus pour faire ces déclarations. Mais j'ai pu m'entretenir avec M. Estrosi depuis, le ministre d'État aussi, et je pense que tout cela va rentrer dans l'ordre très très vite et il n'y a aucune animosité d'aucune part. L'économie et les finances ont été mises à mal par cette crise à Monaco comme partout ailleurs. Est-ce aujourd'hui un sujet de préoccupation? Non, je ne pense pas, parce que toutes les mesures que nous avons pu proposer, elles ont été bien entendu bien évaluées au départ. Et certaines mesures sont prolongées encore jusqu'à une date, vous avez vu, une date assez avancée dans l'année. Mais le fait qu'on ait pu reprendre un petit peu l'année dernière a quand même contribué de façon assez significative à un résultat, somme toute, assez satisfaisant du budget. Maintenant, toutes les mesures que l'on peut prendre, tous les plans d'aide, qu'ils soient sur des fonds blancs, rouges, verts, tout ce que l'on a pu envisager, eh bien tout cela, quand nous pouvons le mettre en place, nous le mettons en place. Maintenant, je le répète, il ne faudra pas que cette crise dure trop longtemps dans cette année, et ni même, bien sûr, on n'espère pas, au-delà de la fin de l'année. Oui, on ignore l'issue aujourd'hui de la crise, mais vous travaillez d'ores et déjà avec votre gouvernement sur des pistes de réflexion de sortie de crise? Et bien sûr,
les différents scénarios de plan de relance existent, doivent être encore, bien sûr, améliorés, encore peaufinés. Ils sont réactualisés en permanence en tenant compte de la situation et d'une possible échéance. Mais je crois que voilà, il faut se préparer à ce que ça ne soit pas dans un avenir vraiment immédiat. Le spectre du confinement, il est toujours d'actualité, il est bien réel? Le confinement, ça sera vraiment la dernière des dernières solutions que nous pouvons envisager. Nous allons tout faire, et je le répète encore aujourd'hui, tout faire pour que l'on n'arrive pas à cette situation. Avant d'arriver à une décision comme celle-là, il y a un certain nombre de mesures que l'on peut prendre pour justement éviter ce confinement qui est vraiment qui n'est pas une bonne chose. Et on sent très bien que les gens ne veulent pas, et je les comprends, ne veulent pas entendre parler de confinement. Monseigneur, à titre personnel, vous avez été l'un des premiers chefs d'État, l'une des premières personnes à Monaco contaminées par le virus de la Covid-19, une maladie dont on dit que les stigmates sont longs, qu'il y a beaucoup de fatigue. Un an après, comment vous sentez-vous? Écoutez, je me sens très bien. J'ai eu des moments de fatigue assez marqués, mais en évoquant cela avec d'autres malades qui ont récupéré. Mais pour beaucoup de personnes, c'est cette fatigue alors, j'ai vu dans des reportages télévisés l'autre jour qu'il y a des personnes qui vraiment sont assez handicapées, non seulement par la fatigue, mais aussi avec d'autres symptômes. Et donc c'est incroyable comme cette maladie touche les personnes de façon très différente. C'est un virus qu'on n'a pas fini d'étudier parce que ça dépend vraiment de la capacité de la personne à surmonter ces différents symptômes. Vous vous déplaciez fréquemment avant le début de cette crise. N'est-ce pas le bénéfice de la Covid-19 que de vous avoir permis peut-être de passer un peu plus de temps auprès de votre famille, de vos proches? C'est ce que j'ai pu dire à beaucoup de personnes depuis de nombreux mois maintenant. Un des éléments positifs, si on peut parler de positif, c'est que j'ai pu passer beaucoup plus de temps avec ma famille que je ne l'aurais fait. Finalement, je suis heureux qu'il y ait eu une période, non pas de pandémie, mais une période un peu plus calme où j'ai pu profiter de mes enfants et de mon épouse et d'autres membres de la famille que je n'aurais pas pu faire si le rythme, mon rythme avait continué de la même façon. Vous le savez, il y a beaucoup de curiosité autour du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Comment grandissent-ils? Quels sont leurs caractères, leurs personnalités? Écoutez, ils sont tous les deux des personnalités assez différentes, mais ils sont tous les deux rieurs et tous les deux de très bonne disposition. Gabriella peut-être un petit peu plus malicieuse, un petit peu dans le bon sens du terme, bien sûr. Elle a un œil un petit peu coquin et elle adore faire des blagues. Et Jacques est un petit peu plus réservé, mais si on l'amène petit à petit à être confortable dans certaines situations, il est aussi très drôle et très expansif. Il y a eu de beaux moments en famille. Ce changement de rythme, à titre personnel, a donc été bénéfique. Mais est-ce qu'il vous a permis aussi de faire des choses que vous ne pouviez plus accomplir ou que vous rêviez de faire? Alors pas vraiment, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de travail, comme j'ai pu l'expliquer il y a quelques instants. Et il fallait garder une vigilance sur la situation. Il fallait garder un contact quasi permanent avec le gouvernement et avec différentes institutions et avec aussi... Comme j'arbore la cravate de la Croix-Rouge en tant que président de la Croix-Rouge, et je profite de remercier aussi tous les bénévoles de la Croix-Rouge qui se sont eux aussi mobilisés de façon assez extraordinaire. Et donc finalement, à part quelques rangements que j'ai pu faire dans mon bureau ou dans mes bureaux, puisqu'il y en a un aussi dans mon appartement privé, j'ai pas pu faire autant de choses, autant
poursuite d'activités vraiment personnelles, sauf un petit peu l'été, mais parce qu'il fallait quand même continuer le travail, non seulement le travail administratif normal et régulier, et le travail institutionnel aussi, mais par contre, je pense que ça a été le cas de tout le monde aussi, a permis d'être beaucoup plus à l'aise avec les systèmes informatiques de visioconférence que je n'utilisais que très peu auparavant et qui là permet aussi de rester en contact avec des communications, si vous voulez, officielles, mais aussi pour rester en contact avec des amis à l'autre bout du monde. Parcourir le monde, justement, est-ce que cela vous manque pour une meilleure connaissance des réalités et des dossiers ? Oui, mais finalement, ça ne m'a pas manqué tant que cela, parce que peut-être que j'avais aussi besoin de souffler un petit peu et de revenir un petit peu à l'essentiel. Mais je sais que ça reprendra sans doute un jour. Il faudra d'ailleurs que ça reprenne par étapes. Et bien sûr que je reprendrai certains déplacements, mais peut-être pas avec la même fréquence, avec la même intensité qu'avant. Il y a une cause qui vous est chère, c'est celle de l'environnement. Alors tout le monde s'est accordé à dire qu'après le premier confinement, la crise, la Covid-19 était bénéfique pour la nature. Mais au final, 1 an après, est-ce que la Covid-19 n'a pas eu tendance à reléguer au dernier plan la cause environnementale ? Écoutez, je ne pense pas, parce que bien sûr les constats ont été faits sur la résilience de la nature et sur le fait que s'il y a moins d'impact humain, eh bien la nature reprend ses droits, et c'est ça qui est formidable. Mais je pense que là, on a une opportunité extraordinaire, c'est de repartir sur un autre mode de fonctionnement et de faire entrer la durabilité et la lutte contre différentes pollutions qui sont extrêmement impactantes et extrêmement nocives. La pollution plastique en fait partie, mais ça n'est pas la seule. Eh bien, profitons de cette sortie de crise, lorsqu'on pourra la mettre en place, eh bien, pour envisager un autre mode de fonctionnement, mais qui soit aussi, qui puisse bien sûr créer des emplois, qui puisse faire la part belle à l'innovation et à l'innovation technologique, et aborder justement cet autre mode de fonctionnement, cet autre mode de société pour se tourner vers plus de respect pour l'environnement. En conclusion, Monseigneur, quel message souhaitez-vous délivrer ce soir aux Monégasques, aux résidents, aux salariés qui prennent pleinement part à l'économie du pays ? Je les remercie d'abord de nous suivre, parce que ça n'est pas terminé, j'allais dire nous avoir suivis, mais de nous suivre dans nos recommandations, de garder ce formidable esprit qui nous a animés, de ne pas baisser les bras. Malheureusement, ça n'est pas terminé. Et je dirais même, je suis désolé d'être pas aussi, mais je vais finir après sur une note plus optimiste, mais ne pas être optimiste sur la sortie de crise, parce que la fin de la pandémie ne voudra pas dire la fin du virus. Il faut toujours garder cette même vigilance. Mieux ça ira, plus la situation sera favorable pour nous, plus on pourra, bien sûr, réouvrir peut-être de façon plus longue les restaurants, peut-être même, j'espère un jour, les bars aussi et les cafés, et reprendre une activité économique beaucoup plus élargie. Mais je pense que malheureusement, il ne faut pas baisser la garde, mais il faut rester optimiste et il faut rester unis tous ensemble. Forti insieme. Merci beaucoup, Monseigneur, pour avoir répondu à notre invitation 1 an après le début de cette crise sans précédent. Merci beaucoup. Le mot de la fin prononcé par le souverain, restez unis tous ensemble. 1 an de crise et de restrictions, auriez-vous imaginé une seconde l'année dernière que ça durerait aussi longtemps ? Vanessa Dessy vous a posé la question. Eh bien, voici la réponse.
Non. Après maintenant on vit avec, on peut faire que ça. Hein. Donc voilà. Moi j'ai toujours dit ça va se terminer vite, mais quand on y pense maintenant, ça fait déjà 1 an quand même. Hein. J'aurais espéré que ça dure moins longtemps, mais c'est très dur à prédire. Là ça fait 1 an et on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont reconfiner, est-ce qu'ils vont pas reconfiner? Au début je pensais que ça aurait été 2 semaines. Oui voilà, 2 semaines. On s'attendait à ce que ce soit long de toute façon, ça c'est sûr. Après on en verra bientôt la fin sans doute. J'attendais pas d'être dans cette même situation 1 an après. L'année dernière, je croyais que peut-être pendant 3-6 mois, ça va être compliqué. Mais on se retrouve un peu dans la même histoire 1 an plus tard. Donc je trouve que ça commence à être un peu long. Et oui, monsieur, ça commence à être un peu long. Mais le temps passe des fois un peu plus vite lorsque l'on regarde des compétitions sportives, par exemple, et que l'on suit, que l'on supporte un athlète en particulier. C'est le cas en principauté avec Charles Leclerc, un monégasque qui représente dignement son pays. Charles était en plein test le week-end dernier avec sa nouvelle voiture. La compétition reprendra dimanche 28 mars à Bahreïn pour le premier Grand Prix. Et pour développer tout cela, direction Maranello, le fief de l'écurie Ferrari. Charles Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Parlons de cette nouvelle saison qui s'annonce déjà. Première question, comment vous sentez-vous ? Je me sens très bien. Je suis à Maranello. Je viens juste de rentrer des essais de Bahreïn pré-saison. Donc voilà, tout se passe bien. On bosse à fond pour préparer au mieux la saison 2021. Justement, vous avez effectué là ce week-end des essais avec votre nouvelle Ferrari, la SF21. Un constat sur cette voiture, qu'en pensez-vous ? Alors les premiers retours sont plutôt positifs. Après, attention, c'est vrai que réalistiquement, je pense que ça va être compliqué. Il faut pas s'attendre à une année aussi positive que celle de 2019. Oui. 2020 a été une saison très compliquée pour nous. Et le règlement technique nous permet pas de révolutionner tout le concept de la voiture, mais de faire plutôt une évolution de la voiture de 2020. C'est ce qu'on a fait. Donc je pense on s'est amélioré sur certaines choses sur la voiture. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ça à la première course quand on mettra tout à fond. Il y a eu des réglages à faire suite à ce week-end. Il y a des choses à faire sur la voiture, j'imagine. Si oui, qu'est-ce que vous avez à faire ? Là, on essaye de peaufiner les réglages. Même si à Maranello, là derrière les rideaux, on voit pas trop, mais il y a pas mal de personnes qui travaillent sur les réglages de la voiture. Donc déjà, en arrivant à Bahreïn, on a une base qui est solide. Mais ensuite, sur la piste, on essaye différentes pièces, nouvelles pièces, pièces expérimentales aussi pour plus tard dans la saison. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai vu sur les réseaux sociaux que vous avez l'air de bien vous entendre avec votre nouveau coéquipier Carlos Sainz Jr. Je me trompe ? Non, pas du tout. Non, ça se passe vraiment super bien. Il est ultra cool. On a le même âge, on a les mêmes centres d'intérêt, le golf, le paddle. Quoi d'autre ? On a aussi les échecs maintenant. Donc non, on s'entend super bien. Vous avez l'air de bien rigoler aussi. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. On rigole vraiment beaucoup ensemble. Donc ça, c'est cool. Mais bon. Quelque chose d'encore plus important, c'est qu'on travaille bien ensemble. On attend les mêmes choses de la voiture, donc on travaille dans la même direction. Et ça, c'est positif pour le team à l'avenir. Le retour du Grand Prix de Monaco, enfin, le 23 mai prochain. Enfin, j'ai envie de dire, hein, c'est un rendez-vous important, j'imagine, pour vous. Ah oui, j'ai tellement hâte. Tellement hâte. Malheureusement, en 2020, il n'était pas possible de le faire et ça m'avait beaucoup manqué. Vous l'avez fait avec Claude Lelouch, en revanche. Pardon ? Oui. Mais bon, ça remplace pas le Grand Prix. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Donc là, de revenir enfin à Monaco avec le Grand Prix de Formule 1, c'est top. Et en plus ça, de le faire d'une manière safe pour tout le monde, bien sûr, malgré la situation avec la Covid. Donc voilà, très content que le Grand Prix revienne cette année. Alors justement, vous l'évoquez, nous célébrons tristement les 1 an de crise sanitaire à Monaco, et puis dans le monde bien sûr. Comment avez-vous vécu cette période personnellement ? C'est pas facile parce que voilà, il y a eu le premier confinement qui était très très long. Je me suis beaucoup entraîné, ça faisait un petit peu bizarre même parce que avec le championnat Formule 1 qui est très très chargé, je voyage normalement tout le temps, donc j'ai passé enfin pas mal de temps à Monaco.
Mais bon, voilà, je me suis préparé. J'avais un simulateur à la maison, donc je m'entraînais un petit peu sur le simulateur pour préparer le début de la saison. Et après, une fois que c'est parti, c'était à fond pour le reste de la saison, avec énormément de procédures en arrière-plan. Donc beaucoup de tests PCR, je crois minimum 2 par semaine, voire 3 pour les week-ends de course. Donc voilà, la Formule 1 a vraiment fait un très bon travail sur ce point de vue-là, pour nous permettre de faire le championnat, mais dans les meilleures conditions. L'entretien la touche bientôt à sa fin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait votre interview, vous aviez seulement 10 ans, c'était en 2007 je crois. Vous étiez en karting. Vous imaginiez, quand vous aviez 10 ans, que vous arriveriez là aujourd'hui en F1 et chez Ferrari en plus ? Bien sûr, je m'en rappelle. Ah non, alors je me l'imaginais pas du tout. Pas du tout. Je me rappelle des premiers souvenirs que j'ai du Grand Prix à Monaco. Je devais avoir 4-5 ans. Je regardais les Formule 1 sur le balcon de l'appartement de mon meilleur ami à la sortie du premier virage, avec ce rêve d'être un jour pilote de Formule 1. Déjà ça paraissait fou. Et voilà, après année, j'ai travaillé avec toujours cet objectif d'arriver un jour en Formule 1. Et pourquoi pas chez Ferrari un jour. Mais bon, déjà la Formule 1, ça me paraissait très compliqué à réaliser. Dernière question, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cet enfant de 10 ans que vous étiez à l'époque, avec le recul que vous avez maintenant ? Il est en face de vous, cet enfant, ce jeune Charles Leclerc. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Il faut que tu crois en toi. Pour moi, c'est le plus important. C'est vrai que j'ai jamais vraiment cru en moi jusqu'à arriver en Formule 1. Je pense que ça a été une force d'un côté, parce que ça m'a fait énormément travailler, parce que je me disais toujours mais je suis pas assez bon dans ça. Mais bon, ça a été aussi un désavantage dans certains moments. Donc voilà, croire en toi, je pense, et surtout prendre du plaisir. Voilà, premier Grand Prix de la saison dimanche 28 mars à Bahreïn. Nous vous suivrons et nous vous soutiendrons. Merci Charles Leclerc. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Restons dans le même domaine avec votre point info. Vanessa Dessy, bonsoir. Vous commencez par une nouvelle qui va attrister les amateurs de sport mécanique. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Après 23 ans de collaboration, 9 titres de champion du monde des rallyes, 2 podiums au Dakar, les routes de Sébastien Loeb et de son copilote monégasque Daniel Elena se séparent. Après 5 Dakar et de longues discussions avec le team ProDrive, Sébastien Loeb est arrivé à la conclusion qu'il serait peut-être bien d'essayer autre chose selon ses propres mots sur Twitter. Daniel Elena, très ému, ne cache pas sa déception et son incompréhension face à cette décision. Loeb précise qu'il n'a pas encore choisi de remplaçant. Daniel Elena, il ne faut pas l'oublier, un des meilleurs copilotes de tous les temps. La Maison de France présente une exposition dédiée aux œuvres d'Alain Borghese et Éric Simonet. Oui, la Fédération des groupements français de Monaco, à l'initiative de l'Association pour le devoir de mémoire, présente du 18 mars au 16 avril prochain à la Maison de France sa nouvelle exposition « Création à 4 mains ». Les artistes s'inspirent de l'architecture de Monaco, de Barcelone et même de New York. L'idée étant d'exprimer sans contrainte une certaine créativité au travers d'œuvres mélangeant diverses techniques telles que le dessin, le collage ou encore la peinture. L'entrée est gratuite de mardi à vendredi, les après-midi. En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, la jeune chambre économique de Monaco a décidé de maintenir le format numérique de son petit déjeuner conférence. Oui Fabien, le rendez-vous est pris le mardi 23 mars à 8h30 afin d'assister à ce petit déjeuner conférence virtuel qui a pour thématique la relance économique par le numérique avec le fond bleu. Les débats se dérouleront en présence du conseiller de gouvernement ministre des Finances et de l'économie Jean Castellini et de Frédéric Genta, délégué interministériel chargé de la transition numérique. L'Opéra de Monte-Carlo annonce la participation des musiciens du Prince lors de l'enregistrement de l'album de la mezzo-soprano Vardoui Abrahamian. Oui, la direction musicale a été confiée au chef principal des musiciens du Prince, le maestro Gianluca Capuano. En partenariat avec Cecilia Bartoli, ce tout premier enregistrement Rhapsody sortira le 2 avril. Ce dernier rend hommage à Pauline Viardot, cantatrice, pianiste et compositrice, née en 1821, il y a 200 ans cette année. Un point météo à présent, Vanessa, le temps risque d'être changeant demain.
Oui Fabien, le ciel sera assez chargé avec un risque de pluie dans la journée. Une légère brise pouvant atteindre 8 km/h sera présente par moment. Les températures iront de 8 à 11 degrés. Le soleil se lèvera à 6h36 et se couchera à 18h40 et nous fêterons les Cyrils. Merci Vanessa. On se quitte avec les photos de la rédaction consacrées toute cette semaine à ces 1 an de crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est un hommage aux héros de la crise. Ils ont œuvré pendant le confinement où la contamination et les risques étaient encore inconnus. Ils nous ont soignés, rassurés ou nettoyé nos rues. On leur doit bien quelques photos à la fin d'un journal. Vous retrouverez dès demain 19h Émilie Rousseau à la présentation. À très bientôt. Au revoir.